Zelensky, un peu esselé, si j'ose dire. Solitude de Zelensky, Gallagher. Est très énervé, et l'info que je vous avais promise et que je vous livre, c'est que la Corée du Nord est un meilleur allié que l'OTAN. Et c'est ça que Zelensky constate aujourd'hui. Nicole a, juste avant, parlé de ce terme qui a hanté nos jours comme nos nuits, celui de la co-belligérance. Les Nord-Coréens sont en train de combattre des Ukrainiens. On ne le sait pas, ça, encore. On ne sait pas s'il y a eu contact. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de renseignements. Si vous voulez, moi, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que les Nord-Coréens, les soldats nord-coréens sont allés aider des babouchkas à traverser la rue en Russie? C'est-à-dire que vous pensez qu'ils sont allés faire quoi? 10 000 soldats nord-coréens. Ils sont dans la région de Koursk. Au moment, ils sont à Koursk. Oui, et à Koursk, il y a qui? Bah oui, mais c'est nous la Russie n'avons quand pas même. connaissance. Non, il faut être précis. Gallagher, j'entends ce que vous dites. Oui, bien sûr, vous avez raison. Mais il est important pour nos téléspectateurs d'être précis. À ce stade, nous n'avons pas d'informations confirmées, avérées, qu'il y ait déjà eu contact. Comme on dit dans le langage militaire, je parle sous votre contrôle. J'ai 2 officiers présents de en généraux. Voilà. Michel est colonel, ce qui est déjà beaucoup. Je vous ai promis. Mais donc, Vladimir Poutine, et ça m'a marqué, il a invoqué à la fois l'article 4 du pacte qui a été signé en juin dernier entre la Russie et la Corée du Nord, et il a également invoqué l'article 51 de la partie 7 de la Charte des Nations Unies, qui prévoit la possibilité pour une nation de faire appel à une nation amie en cas d'agression jusqu'à ce que le Conseil de sécurité se prononce et s'active afin de faire revenir, je cite, la paix dans le monde. Et donc tout ça est une sorte de miroir qui nous renvoie, nous, nation alliée de l'Ukraine, à tout ce que nous ne sommes pas et tout ce que nous ne faisons pas. Et je note que une fois que la Corée du Nord, et ça a déjà été dit, l'a fait, en face, nous avons des dénonciations, des condamnations, des déclarations, mais aucune action. Et la période de turbulence qui a déjà démarré, n'allez pas croire qu'elle se termine le 5 novembre. Elle va s'aggraver et s'accélérer entre le 5 novembre et le 21 janvier, période pendant laquelle on aura un lame duck, un président, un canard boiteux, qui doit conjuguer avec un congrès où on verra aussi la nature du rapport de force là-bas entre démocrates et républicains. Michel Yakovlev, sur les Nord-Coréens, vous dites, oui, ils sont déjà... employés, à pied d'œuvre. Oui, ils sont déjà là. Alors maintenant, est-ce qu'un Ukrainien en a vu un dans ses lunettes? Pas sûr. Ceci dit, Zelensky a dit il y a un mois qu'ils avaient flingué 18 Nord-Coréens. Je ne sais plus dans quel contexte, mais... À l'arrière, c'était des servants de missiles. Voilà. Et surtout, les Russes ne cachent pas le fait, puisqu'ils disent, au contraire, article 51 de la Charte des Nations Unies, ils viennent nous aider. Oui, parce que alors que nous, quand je disais sur ce plateau, l'article 51 nous donne tous les droits d'intervenir au profit de l'Ukraine, etc. Alors là, c'est la Troisième Guerre mondiale. Donc, c'est là où Poutine nous a complètement mis la tête dans le sac. Nous dissuadons par nos propres peurs, nos propres hantises, notre propre lâcheté. Et donc, autant en début mars 2022, je disais, Poutine a déjà perdu la guerre, sauf qu'il ne le sait pas. Parce qu'il n'avait pas atteint ses objectifs, il était arrêté avant même la grande contre-offensive, et donc il a perdu la guerre. Il ne le sait pas, ça mettra un certain temps. Autant maintenant, je dis, avec la veulerie de l'Occident, il n'y a pas d'autre mot. Avec la veulerie de l'Occident, Poutine est en train de gagner... Veule, ça veut dire mou et lâche. C'est la définition dans le dictionnaire, je le précise. C'est pas sympa, quoi. Veule... Non, c'est pas sympa, non. C'est un terme très péjoratif. C'était pas pour être sympa, en fait. Voilà. Mais ça reste poli. Oui. Et donc, Poutine, son grand rêve de réorganiser l'Europe est en train de se jouer. Et voilà. Et nous serons contraints à la guerre, tout comme nous l'avons été en 1939. Après Munich en 1938, il y en avait qui croyaient qu'ils avaient gagné la paix en abandonnant la Tchécoslovaquie à son triste sort. Quelle est la cible de Vladimir Poutine? Est-ce que c'est l'Ukraine ou est-ce que c'est nous? C'est l'OTAN. Donc c'est nous. D'abord, il l'a toujours dit. Il a dit c'est l'OTAN. Il suffit de le dire. Il faut quand même de temps en temps... Voilà. C'est l'OTAN en ce qu'elle est la cohésion et la cohérence du monde libre. Si vous supprimez l'OTAN, si les Américains s'en vont, si chacun d'entre nous est laissé en bilatéral face à la Russie. Et là, la Russie saura tordre tous les bras. Donc, c'est pas vraiment
je redoute pas tant une invasion d'une partie de la Pologne. Non, c'est la mise au pas. Nous allons être mis au pas. C'est ça qui va nous arriver. Et on aura l'illusion de l'indépendance et nous serons taxés comme les Mongols ont taxé, comme la Horde d'Or a taxé les Russes pendant des siècles. J'ai le souvenir de ministres, par exemple Sébastien Lecornu, expliquant régulièrement que la Russie, c'est le PIB de l'Espagne. Vous nous donnez le sentiment que nous sommes, nous, Union européenne, pourtant grande puissance, puissance économique majeure, dans une incapacité au sursaut. Bah oui, parce qu'il faudra peut-être qu'on traite la Russie comme si elle avait le PNB de l'Isère. Il faudrait qu'on lui dise, on va vous expliquer ce que c'est que la hiérarchie des nations, puisque c'est le principe de base des Russes, la hiérarchie des nations. Je suis plus gradé que toi, donc tu fais ce que je te dis. Et quand tu es la Géorgie en 2008 et que tu n'as pas compris, tu as un bloody nose, comme on dit. Hein, donc il faudrait qu'on lui tienne ce discours-là. Et vous considérez que nous n'avons pas les leaders adéquats aujourd'hui pour tenir ce discours ? J'ai pas vu beaucoup de commentateurs dire qu'on avait un excédent de leadership en Europe ces derniers temps. On tourne vers Nico. Non, on n'a pas les leaders. Non, j'ai pas entendu ça non plus. Franchement. Non, on a... Oui. D'abord, l'OTAN, ça dépendra des Américains. Ça dépendra si ils veulent réagir, si un pays de l'OTAN, imaginons un pays balte, est attaqué ou pas. C'est pas Vladimir Poutine. Vladimir Poutine n'a pas la capacité réellement de s'attaquer à l'OTAN. Maintenant, beaucoup d'états-majors disent les Russes seront prêts à le faire dans 5 ans, dans 10 ans. Mais l'OTAN ne va pas rester immobile. Et en tout cas, bon, même moi, je ne crois pas trop à cette hypothèse parce que je pense qu'il a des raisons de vouloir l'Ukraine, qui sont de mauvaises raisons. Mais en fait, c'est cela qu'il voulait, c'est maintenir son influence sur l'Ukraine en ayant à la tête de l'Ukraine un fantoche qui dépend de Moscou. C'est ça qu'il voulait. Maintenant, il veut le Donbass, il veut la Crimée, c'est très clair. Mais l'Ukraine peut rester indépendante et l'Ukraine peut conclure. Il faudra qu'elle ait des garanties et donc des accords bilatéraux avec les pays membres de l'OTAN. Des accords non pas de sécurité, c'est-à-dire on lui fournit des armes et c'est eux qui meurent, mais des accords de défense. Mais je ne crois pas du tout, même si Poutine déteste l'OTAN, qu'il considère que les Européens ne comptent pas parce qu'ils sont à la solde de Washington. C'est pour ça qu'il parle d'Occident collectif. Mais il ne va pas s'attaquer directement, conventionnellement, à l'Union européenne ou à l'OTAN. En tout cas, nous constatons, ça c'est factuel, une conjonction d'intérêts entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Ça fait maintenant quelques semaines qu'elle apparaît aux yeux du monde entier. Il y a ces troupes nord-coréennes en Russie qui sont venues pour aider, peut-être aussi pour envoyer un message politique. Et puis il y a, on le sent bien, une dimension transactionnelle. Peut-être la volonté pour Kim Jong-un d'obtenir les fameux vecteurs, c'est-à-dire les missiles. La volonté aussi de montrer, de s'adonner à des démonstrations de force. Jeudi dernier, missile intercontinental, tir d'exercice. Il a tiré, Kim Jong-un, son tout dernier missile balistique intercontinental. Il a expliqué, nous avons besoin de renforcer notre dissuasion nucléaire. Tiffaine Le Riche nous a rejoint. Bonsoir Tiffaine. Parce que nous avons besoin de tout savoir de ce missile. Quand sait-on exactement ? Eh bien, il s'agit d'un missile géant dernière génération. Ce missile, vous le voyez sur ces images diffusées par la télévision d'État nord-coréenne. C'était jeudi, à l'occasion de ce tir d'essai, vous l'avez dit, réalisé depuis le territoire nord-coréen. Il s'agit d'une démonstration militaire d'envergure pour Pyongyang. Le leader nord-coréen Kim Jong-un était présent avec sa fille, car il s'agit pour la Corée du Nord du missile le plus avancé de son arsenal militaire. Son nom à ce missile, c'est le Hwasong-19. Il mesure 28 mètres de longueur et c'est extrêmement grand. C'est particulièrement grand car les missiles américains et russes les plus sophistiqués, eux, font moins de 20 mètres. Et grâce à ce volume, eh bien, ce missile, il peut transporter des ogives nucléaires plus grosses, plus destructrices ou même des ogives multiples. Autre atout de ce missile, c'est sa portée, car il s'agit d'un missile intercontinental. Il peut voler pendant 10 000, voire 15 000 kilomètres. Et concrètement, avec cette portée, vous le voyez sur cette carte, il est en mesure d'atteindre le territoire de l'Europe et même l'entièreté de l'État des États-Unis. L'autre caractéristique de ce type de missile, c'est que c'est très difficile à intercepter.
Tiffaine. Oui, difficile. Comment allez-vous, Tiffaine? Vous semblez être confronté à un problème technique. En effet. Bon, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, on enchaîne avec vous, colonel Goya. C'est un missile qui est difficile à intercepter et la Corée du Nord, au fond, nous dit voilà, faites attention. Oui, il y a deux caractéristiques effectivement dans ce type de missile, ce qu'on appelle des ICBM, l'acronyme anglais. C'est l'aristocratie du missile balistique. C'est tout ce qui tape au-delà de 5500 km, et donc jusqu'à plus de 10 000, etc. Ce missile, il a été lancé à 7000 km d'altitude, 7000 km. Donc ça veut dire en vertical. Donc dans l'espace, en fait. Oui, bien sûr, largement. Pour tomber à 1000 km. Ça veut dire que si on change l'angle, ça peut taper jusqu'aux États-Unis ou l'Europe éventuellement, pratiquement là où ils veulent. Deuxième caractéristique, alors oui, les missiles balistiques, plus ils tirent loin, plus ils vont dans l'espace, plus ils prennent de la vitesse en retombant. Donc là, c'est un missile qui peut aller jusqu'à Mach 25 ou 27, 25 fois la vitesse du son. Et à 25 fois la vitesse du son, vous n'arrêtez pas un projectile qui va à 25 fois la vitesse du son. Et donc, ça c'est la première caractéristique. Plus le missile tire loin, plus il est difficile à intercepter. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc il faut l'intercepter plutôt au départ, si j'ai bien compris. Déjà, oui. Et ensuite, ce qui n'est pas forcément évident à faire. Deuxième caractéristique. Si. Vous nous direz. Non, c'est possible. C'est plus possible que l'arrivée, c'est certain. Mais deuxième caractéristique, c'est un carburant Propergol solide. Alors, qu'est-ce que ça change? Vous allez me dire, c'est soit solide, soit liquide. Les missiles précédents à longue portée nord-coréens étaient liquides, Propergol liquide. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire le plein avant de... avant de le lancer, ce qui prend du temps, ce qui est dangereux. Les derniers explosés. Les Russes ont un missile, le Sarmat intercontinental, qui est beaucoup plus grand d'ailleurs, qui est beaucoup plus puissant, qui a un carburant liquide et qui explose régulièrement. Parce que c'est très dangereux. Mais là, il est solide. Donc là, ça veut dire qu'on peut le lancer tout de suite. Et quand vous faites le plein, vous pouvez vous faire repérer également, non? Exactement, par les satellites. La vulnérabilité. Et donc, on a alors le seul inconnu véritablement à ce stade, c'est savoir quel est son degré de précision à l'arrivée, parce que quand vous rentrez dans l'atmosphère, ça brûle, ça chauffe, et donc arriver à guider un projectile qui va à un ou plusieurs, parce qu'il a peut-être plusieurs têtes nucléaires à l'intérieur, c'est compliqué pour les amener sur quelque chose d'une cible de quelques centaines de mètres carrés. Donc ça, c'est un peu la seule inconnue, mais bon, on peut dire que d'ores et déjà, ils ont un missile, et ce qui est intéressant, c'est que ce type de missile, c'est pas pour taper sur la Corée du Sud. À la limite, c'est trop près, la Corée du Sud. Et ils ont par ailleurs tout ce qu'il faut pour le faire. Ou le Japon, même le Japon, c'est à la limite, c'est trop près. C'est pour taper les États-Unis. Bon. Donc là, il y a cette coalition. Donc le message est clair. Donc à la fois, j'envoie des troupes pour aider mon ami Vladimir. En même temps, je dis, regardez, on ne savait pas qu'ils avaient ce genre de missile. Si, on le savait. Enfin, ils nous les montrent. Qu'ils y travaillaient, Bon, ils nous les montrent. Général Yakovlev, là-dessus, qu'est-ce que vous en dites? Alors, en fait, ils sont interceptables. Si on veut s'en donner les moyens. Il y a un système patriote américain en Corée du Sud. Ils ont déployé du THAAD, je crois, l'année dernière. Donc, en réalité, en densifiant un petit peu leurs moyens, leurs missiles solaires qui sont déjà en Corée, ils peuvent couvrir la Corée du Nord et dire à partir de maintenant, tout ce qui décolle, on flingue. On ne discute pas, on flingue. C'est techniquement possible. Et voilà. Bon, c'est quand même un geste politique. Mais le jour où les Américains seront vraiment inquiets, au sens, là, on la sent, la prochaine, c'est pas une démonstration, c'est pas un test, c'est la vraie, je pense qu'ils tireront. Ils tireront pour intercepter ou pour annihiler? Pour intercepter tout ce qui monte. Tout ce qui monte, oui, c'est ça. Gallagher et Sylvie? Quand on observe tout ça, j'en reviens à la séquence précédente avec Zelensky, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ça se déroule pendant l'administration Biden-Harris. Donc quand on dit Zelensky, il a très très peur de Donald Trump, moi je suis d'accord, mais ce qu'il faut comprendre, c'est par ailleurs qu'il n'est pas du tout content de l'administration Biden-Harris. Il en veut énormément à cette administration. Aujourd'hui, quand vous parlez avec les Ukrainiens et les Ukrainiennes, ils sont très en colère contre l'administration Biden. Donc, c'est pas une sorte de dialectique noir et blanc, genre Harris, ça va être la panacée, tout va bien se passer, et Trump, ça va être catastrophique. C'est plutôt noir et gris. C'est-à-dire que Trump, ils ont effectivement peur, mais il a un caractère très imprévisible qui fait que, je suis d'accord avec le général Yakovlev, c'est-à-dire qu'il peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Donc, il y a tout un faisceau d'indices qui laisse à penser que Trump
est aux mains des Russes. Il y a l'excellent documentaire que j'ai vu récemment d'Antoine Vitkin là-dessus. Régis Janté aussi a commis un ouvrage à ce sujet qui sont franchement des documents très troublants. Mais je pense que ce qui inquiète beaucoup Zelensky, c'est de se dire mais tout cela est en train de se passer maintenant. Si ça se passe maintenant, qu'est-ce qui va se passer effectivement si Trump est élu ? Voilà, je pense qu'il y a tout ça qui nous reste travailler les Ukrainiens et les Ukrainiennes. Il nous reste une minute. Sylvie Berman, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, quand lors d'un des meetings de Donald Trump, il a cité trois dirigeants avec lesquels il s'entendait très bien. Et c'était effectivement Vladimir Poutine, Xi Jinping et Kim Jong-un. Tout à fait. Et donc probablement il prendra contact avec lui aussi s'il est élu. Bon, alors les 2 mots de la fin, Nicole Bacharan et Général Yakovlev. Mais très rapidement, et Sylvie rappelle cette belle entente entre Donald Trump et Kim Jong-un. Au début du premier mandat de Trump, Kim, si je peux l'appeler ainsi, a fait des essais et Trump l'a menacé. Vous allez voir ce que vous allez voir et mon bouton à nucléaire, il est plus gros que le vôtre, dans son style habituel. Et puis, il a eu 2 sommets directs. Il est allé à la frontière entre les 2 Corées. Il a fait un grand pas en avant et il était en Corée du Sud ou en Corée du Nord. Bref, il est allé d'un côté à l'autre. Il a dit c'est formidable, on se comprend. Il m'a envoyé des lettres d'amour. C'est le vocabulaire réel. Donc, deuxième sommet à Hanoï, pas préparé, un Trump qui ne connaissait pas ses dossiers, et à la sortie, rien. Aucun sens du vrai rapport de force et des vrais intérêts, des vraies visées de Kim Jong-un. Général Yakovlev, le mot de la fin cette fois-ci. Je pense à Haïlé Sélassié, l'empereur d'Éthiopie, en 1937, quand l'Éthiopie avait été vaincue par l'Italie de Mussolini, et qui a dit « Aujourd'hui, c'est notre tour, demain, ça sera le vôtre ». C'est ça le message de Zelensky. Aujourd'hui, c'est mon tour. Demain, ça sera le vôtre. Donc, il faut qu'on se prépare à notre tour. Quand l'Ukraine abandonnée, exsangue, ne pourra plus nous défendre, ça sera notre tour.